On dit souvent que l'amour est la force la plus puissante de l'univers, qu'il est capable de déplacer des montagnes et de sauver des âmes. Mais personne ne vous prévient jamais que l'amour, lorsqu'il est mélangé à la peur et à l'innocence de l'enfance, peut devenir l'arme la plus mortelle qui soit. Cette histoire, celle que vous allez entendre, n'est pas un conte de fées. C'est le récit d'une tragédie évitable, le souvenir douloureux de deux enfants, Kaël et Livia, qui s'aimaient d'une amitié si farouche, si absolue, qu'elle les a conduits droit vers l'abîme. Ils vivaient dans la même maison, une immense bâtisse victorienne, aux murs gris et froids, mais ils n'étaient pas frères et sœurs. Kaël était l'enfant recueilli, un orphelin que la riche famille Richter avait pris en charge par simple devoir moral après la mort de ses parents, tandis que Livia était la fille unique, la princesse enfermée dans sa tour d'ivoire, surprotégée par une mère névrosée et un père absent. Dans cet environnement austère, où les rires étaient mal vus et le bruit interdit, Kaël et Livia étaient devenus l'oxygène l'un de l'autre, construisant jour après jour une bulle invisible où ils se promettaient de toujours se protéger, de ne jamais se trahir et surtout de ne jamais laisser les adultes briser leurs liens. Car la menace planait toujours au-dessus de la tête de Kaël, comme une épée de Damoclès. Au moindre faux pas, à la moindre bêtise, Madame Richter avait juré de le renvoyer à l'orphelinat municipal, un endroit que Kaël imaginait comme l'enfer sur terre. C'est cette peur viscérale, cette terreur de la séparation qui allait sceller leur destin lors d'un après-midi pluvieux de novembre, alors que la maison était plongée dans la pénombre de l'orage et que les parents s'étaient absentés pour une réception mondaine. L'ennui étant le père de toutes les bêtises, les deux enfants, alors âgés de 12 ans, décidèrent de braver l'interdit ultime, entrer dans le bureau du père, une pièce sanctuaire remplie d'objets de collection, d'armes anciennes et de vitrines fragiles. Ils jouaient à se courir après, ivres de cette liberté momentanée, riant aux éclats en ignorant le danger qui les entourait, jusqu'à ce que Livia, voulant échapper à Kaël, grimpe sur un vieux fauteuil en cuir pour atteindre le haut d'une armoire vitrée. Le bois du fauteuil craqua, Livia perdit l'équilibre, et dans un geste désespéré pour se rattraper, elle agrippa la vitrine qui bascula avec elle dans un fracas épouvantable de verres brisés et de bois rompus. Le silence qui suivit fut plus terrifiant encore que le bruit de l'impact, un silence lourd, poussiéreux, seulement troublé par la respiration saccadée de Kaël qui s'approchait du tas de débris où son ami gisait immobile. Livia se releva doucement, le visage blanc comme la craie, assurant qu'elle allait bien, qu'elle n'avait rien, mais lorsque Kaël contourna le bureau pour l'aider, il vit l'horreur se dessiner sous ses yeux. Un éclat de verre, long, épais et sale, s'était profondément enfoncé dans le flanc droit de la jeune fille, traversant sa robe blanche qui commençait déjà à se teinter d'un rouge sombre et alarmant. À cet instant précis, la logique aurait voulu qu'ils appellent les secours, qu'ils courent chercher de l'aide chez les voisins, mais la logique d'un enfant traumatisé ne fonctionne pas comme celle d'un adulte, et dans l'esprit de Kaël et Livia, le problème n'était pas la blessure, le problème c'était la vitrine brisée, c'était la colère du père, c'était la menace de l'orphelinat qui revenait au galon. « On ne dit rien, Kaël. S'il voit ça, tu pars ce soir. Je le sais, maman l'a dit, » supplia Livia en pleurant, non pas de douleur, mais de peur de perdre son seul ami. Et c'est ainsi que le pacte maudit fut scellé. Ils nettoyèrent la scène de crime avec une frénésie pathétique, cachant les débris sous un tapis, et montèrent péniblement dans la chambre de Livia, où la véritable épreuve commença. Une scène qui entrait Kaël jusqu'à son dernier souffle. Livia s'effondra sur son lit, à plat ventre, ses mains agrippant les draps de soie, tandis que Kaël, les mains tremblantes et le cœur battant à tout rompre, examinait la blessure. Le verre était fiché profondément, et la peau autour était déjà gonflée, réagissant à l'intrusion de ce corps étranger souillé de pas années de poussière. « Il faut l'enlever, maintenant, vas-y !» ordonna Livia d'une voix étouffée dans l'oreiller. Kaël hésita. Il savait qu'il allait lui faire mal, il savait qu'il n'était pas médecin, mais l'urgence de la situation et la peur panique d'être découvert le poussèrent à agir. Il posa ses doigts glissants sur le morceau de verre coupant et commença à tirer, provoquant immédiatement une réaction violente de la part de son ami. « Aïe, enlève, ça fait mal, arrête !» hurla Livia, son corps se cambrant sous la torture, un cri pur de souffrance qui fit trembler Kaël. Mais il ne s'arrêta pas, persuadé qu'il fallait extraire le mal pour guérir le mal. Avec un dernier effort brutal, il arracha le verre, libérant un flot de sang chaud qui imbiba instantanément le matelas. Paniqué, Kaël pressa une serviette éponge sur la plaie de toutes ses forces, murmurant des promesses rassurantes qu'il ne pouvait pas tenir, répétant que tout allait bien, que c'était fini, alors que le cauchemar ne faisait que commencer.
Ils bandèrent la plaie avec des écharpes volées dans l'armoire, dissimulèrent les draps tachés, et lorsque les parents rentrèrent le soir même, les deux enfants étaient assis sagement devant la télévision, pâles comme des fantômes, gardiens d'un secret qui était déjà en train de pourrir dans la chair de Livia. La nuit passa, puis une journée, et l'état de Livia se dégrada avec une rapidité effrayante. Ce que les enfants ignoraient, c'est que le verre était couvert de bactéries, et que la plaie, mal nettoyée et refermée grossièrement sous des bandages trop serrés, était devenue un foyer d'infection fulgurant. Livia ne quitta plus son lit, prétextant une grippe carabinée pour éloigner sa mère, qui, trop occupée par ses propres affaires, se contenta de lui ordonner de rester dans sa chambre sans même vérifier son front brûlant. Kaël, lui, passait chaque minute libre à son chevet, changeant les pansements qui dégageaient désormais une odeur nauséabonde, une odeur douceâtre de décomposition qui lui donnait envie de vomir. Mais il restait là, lui faisant boire de l'eau sucrée, lui tenant la main alors qu'elle sombrait dans un délire fiévreux. « J'ai froid, Kaël. Pourquoi il neige dans ma chambre ?» claquait-elle des dents, ses yeux vitreux fixés sur un point invisible au plafond. Et Kaël, rongé par la culpabilité, sentait le poids du monde écraser ses frêles épaules, partagé entre l'envie de hurler la vérité pour la sauver et la terreur absolue de la trahir et d'être chassé à jamais. Il pensait, naïvement, bêtement, que l'amour suffirait, que le corps de Livia allait combattre l'infection, qu'ils allaient s'en sortir comme ils s'en sortaient toujours, ensemble contre le reste du monde. Mais la biologie n'a que faire des sentiments, et la septicémie gagnait du terrain, empoisonnant le sang de la petite fille, arrêtant lentement ses organes un après l'autre. Le point de non-retour fut atteint lors de la 3e nuit, vers 3 heures du matin, quand un hurlement inhumain déchira le silence de la maison endormie, un cri qui n'avait plus rien d'humain, le cri d'une bête à l'agonie. Kaël, qui s'était assoupi sur le tapis au pied du lit, se réveilla en sursaut juste au moment où la porte de la chambre s'ouvrit avec fracas, révélant Monsieur et Madame Richter en robe de chambre, le visage déformé par la surprise et la colère. Ils allumèrent la lumière crue du plafonnier et la scène qu'ils découvrirent fut interprétée de la pire des manières. Ils virent Kaël, cet étranger, penché sur leur fille qui se tordait de douleur dans des draps souillés de liquides sombres et purulents, ses vêtements en désordre causent des bandages de fortune. Dans leur esprit tordu, ils ne virent pas 2 enfants victimes d'un accident, ils virent une agression, ils imaginèrent l'impensable. « Monstre, qu'est-ce que tu lui as fait ?» rugit le père en se jetant sur Kaël, l'attrapant par le col pour le projeter violemment contre le mur, tandis que la mère hurlait en découvrant l'état de sa fille. Mais au lieu d'écouter les explications balbutiantes de Kaël, qui essayait de dire « C'est le verre, c'est le bureau, c'est un accident !» ils le frappèrent, aveuglés par la rage et le dégoût. Kaël fut traîné hors de la chambre comme un sac d'ordures, jeté dans l'escalier et enfermé dans la cave en attendant la police, tandis que Livia, dans un dernier éclair de lucidité au milieu de son agonie, tendait une main tremblante vers la porte refermée, essayant de murmurer « Non, maman, c'est ma faute, aidez Kaël !» Mais ces mots n'étaient plus que des gargouillis indicibles, noyés par l'infection qui lui brûlait la gorge. Les secours arrivèrent, les gyrophares bleus illuminant la façade de la maison grise, mais le temps avait joué contre eux. Livia fut transportée d'urgence à l'hôpital, mais son petit cœur, épuisé de 3 jours de lutte contre le poison qui circulait dans ses veines, cessa de battre avant même d'atteindre le bloc opératoire. Les médecins expliquèrent plus tard aux parents dévastés que la cause du décès était une septicémie massive causée par une blessure profonde et non traitée dans le dos, innocentant Kaël des accusations sordides d'agression, mais confirmant sa négligence fatale. La vérité éclata. 2 enfants avaient eu si peur d'être séparés par des adultes sévères qu'ils avaient préféré risquer la mort plutôt que la punition. Mais cette vérité ne sauva personne. Les Richter, incapables de supporter leur propre culpabilité, d'avoir négligé leur fille au point de ne pas voir qu'elle mourait sous leur toit, déversèrent toute leur haine sur le seul bouc émissaire disponible. Kaël, le jour même de l'enterrement de Livia, fut mis à la porte avec ses quelques affaires dans un sac plastique, sans un regard, sans un mot d'avenant, marqué au fer rouge par les derniers mots de Monsieur Richter. « Si tu avais parlé, elle serait vivante. Tu l'as tuée avec ton silence. » Kaël grandit, mais il ne guérit jamais. Il devint qu'une ombre errante, un homme hanté par le souvenir de cette chambre, par l'odeur du sang et surtout par ce cri « Aïe, enlève !» qui résonnait dans ses cauchemars chaque nuit. Il apprit de la manière la plus cruelle qui soit que parfois, aimer quelqu'un, ce n'est pas garder ses secrets, c'est avoir le courage de le trahir pour le sauver, car il vaut mieux voir son ami en colère contre soi, vivant, que de pleurer sur sa tombe en étant le gardien loyal de sa mort.
Et chaque année, à la date anniversaire de cette nuit maudite, Kael retourne devant la grille de la maison grise, désormais abandonnée, et murmure dans le vide à l'intention de la fenêtre du premier étage « Pardonne-moi, Livia, j'aurais dû parer, j'aurais dû crier ». Mais seul le vent lui répond, sifflant dans les volets clos d'une maison qui a englouti 2 enfances pour le prix d'un secret.